Alors, voici comme promis une vidéo montrant une séance de pratique d'1 heure. Je commence avec la salutation du soleil, comme vous pouvez le voir. On se penche en faisant une flexion avant. Je tiens toutes les positions 3 respirations. Voilà. Après la flexion avant, une fente arrière. Après la fente arrière, la planche. La position est correcte. Je me tiens suffisamment droite. Ensuite, Chaturanga Dandasana ou position de la chandelle à 4 pattes. Elle n'est pas très bien effectuée dans le sens où elle n'est pas effectuée totalement, mais c'était un jour sans niveau force. Le cobra, là. Et ensuite, dernière position, le chien, la tête en bas. Adho Mukhasana, Adho Mukha Savasana, je crois que c'est ça, le nom sanskrit. Voilà, on revient en position de départ. Et puis j'effectue à nouveau la salutation du soleil, donc 2 fois en tenant chaque position durant 3 respirations, et puis après je l'effectuerai 2 fois en tenant chaque posture pendant 1 respiration. Je vous prie d'excuser la qualité du son qui sera probablement assez mauvaise car le micro de la webcam intégré dans l'ordinateur ne permet pas un enregistrement de qualité très appréciable. Mais je pense que ça suffira pour ce que je veux faire. Voilà, le retour de Chaturanga et de ses galères. Elle n'est pas facile du tout, mine de rien. Le cobra qui étire beaucoup le dos en une flexion arrière. Le chien tête en bas. Ici, la position est correctement effectuée. Elle nécessite des fois quelques ajustements, mais vous sentirez très vite par vous-même le confort et si vous faites la position correctement ou pas. Le dos doit être presque convexe et non concave. C'est très important. Sinon, que dire d'autre durant ces salutations au soleil? Eh bien, bon, là, ça peut vous permettre de voir l'enchaînement. J'effectue la salutation du soleil en version A, car il y a plusieurs versions de celle-ci. C'est la version la plus simple. Si je l'effectue au début de chaque séance, c'est tout simplement pour m'échauffer, car quand on la fait plusieurs fois de suite, c'est mine de rien un enchaînement assez cardio qui permet d'échauffer ses muscles, son cœur, et de se préparer à toutes les postures ensuite. Je ne l'effectue pas 10 fois, je n'effectue pas la version la plus complète, car tout simplement, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un enchaînement que je trouve passionnant. Je sais que certains crieraient au blasphème, mais voilà, je trouve qu'il y a des choses plus intéressantes que la salutation du soleil. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On arrive presque au bout de l'enchaînement. Je n'ai pas... Oh, oui, c'était vraiment un jour sans pour Chaturanga, oui, c'est terrible. Je n'ai pas encore eu d'accident de brassière, ce qui est extraordinaire car ça a tendance à m'arriver assez souvent. Néanmoins, quelques petits rajustements sont nécessaires des fois, comme vous pouvez le voir. Voilà, dernier enchaînement. Flexion avant. Fente arrière. Planche, Chaturanga. Donc le but en Chaturanga est de rester très droit, ce qui rend la position extrêmement difficile, évidemment. Et ce qui explique pourquoi des fois mes bras ne sont pas assez forts, ça dépend. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une de mes postures préférées. Pourtant, elle est nécessaire pour développer sa forme. Ensuite, j'enchaîne sur des headstands, tout simplement parce que c'est le début de séance et qu'en début de séance, on a plus la forme pour effectuer des mouvements techniques de ce genre. Pour me préparer, je fais la posture du chien tête en bas pendant 12 respirations.
Là, le véritable challenge n'est pas tant de tenir que de ne pas glisser. Car sur un tapis, on a tendance à avoir les mains moites assez vite et ça rend l'entreprise un peu difficile. Si vous effectuez cette position, il est possible que, enfin la précédente, il est possible que vous n'arriviez pas à poser tous les pieds, tous les pieds par terre, enfin tout le plat des pieds par terre, c'est normal. Dans ce cas, pliez les genoux. Ensuite le headstand, on était dans un jour sans aussi, mais voilà, là vous voyez que mes jambes ne sont pas strictement parallèles, c'était mal parti, mais enfin par rapport au chemin parcouru, je n'aurais jamais espéré pouvoir réaliser ça il y a quelques mois, et je ne parle même pas des mauvais souvenirs de gymnastique il y a quelques années. Et je trouve que c'est déjà bien. Donc là, c'était le headstand sans mur, je vais retenter encore une fois et je ne vais pas réussir. C'est une position qui a beaucoup de bénéfices pour le corps. Déjà, elle renforce beaucoup la région épaules, nuque et abdominaux, puisqu'il faut mobiliser une très grande force dans les abdominaux pour parvenir à tenir l'équilibre. Et le fait d'avoir le cœur placé au-dessus de la tête permet également de une meilleure oxygénation, je sais plus trop quoi. Enfin, je veux bien croire que pratiquer une posture inversée de temps en temps, ce soit bon pour la santé et pour la circulation. Donc étant donné que je ne suis pas capable de tenir la posture sans mur assez longtemps, je la fais contre un mur. Encore une fois, je n'en étais pas capable il y a quelques mois, enfin il y a quelques mois, il y a 2 mois en commençant. Maintenant que je peux le faire, j'en profite. Donc vous voyez que j'y arrive, grande fierté, c'est très bien. Voilà, mais bon, quelques précisions par rapport à cette posture. Il va de soi que la nuque est évidemment dans une posture extrêmement vulnérable lorsqu'on effectue le headstand, mais ce ne sont pas les épaules, les bras et les avant-bras qui doivent porter tout le corps. Le tout est de se mettre, comment dire, sur je ne connais pas le mot exact en français qui traduit crown of the head. Et je suppose qu'on parle de la fontanelle, enfin je crois, le haut de la tête en tout cas. C'est le haut de la tête en étant bien droit qui doit supporter presque tout le poids du corps en fait, uniformément. Et voilà, la nuque ne risque rien dans ces cas-là. Bon, évidemment, les bras ne doivent pas être mous, ils doivent être un peu gainés. Mais si vous tentez de supporter tout le poids avec les bras, ça ne va pas marcher, vous n'allez pas pouvoir tenir la posture plus de 30 secondes ou 1 minute. Là, je crois que j'arrive à tenir la posture 2 minutes, je trouve que c'est déjà pas mal. Je ne connaissais pas cette astuce qui consistait, enfin cette astuce, cette façon de faire qui consistait à tenir sur la tête, vu que j'avais visionné beaucoup de vidéos sur le headstand évidemment pour apprendre. Et on disait, on ne cessait de rabâcher qu'il fallait tenir sur les épaules et les bras. Bon, ce que j'ai essayé de faire, mauvaise idée, et puis j'ai consulté ma Bible du yoga, écrite par un monsieur B.K.S. Iyengar, celui qui a diffusé le yoga en Occident, et qui préconisait de faire tout autrement, et c'est vrai que ça marche bien mieux. Donc je n'ai pas toujours le réflexe de consulter le livre par rapport à la profusion et à la facilité d'accès des vidéos, comparé à ce livre qui reste un peu aride malgré les illustrations. Mais ça reste une référence, et à chaque fois que je suis ses conseils, je vois les bénéfices et je vois que ça change tout. Donc je vous conseille fortement de vous y référer. Le nom du livre, enfin je vous répète le nom de l'auteur, c'est B.K.S. Iyengar. Et le nom du livre, c'est Light on Yoga. Vous avez aussi ce livre disponible en traduction française sous le nom de Bible du Yoga, même si le papier est de mauvaise qualité, que ça a été mal traduit et que c'est moins bien, globalement. Mais ça reste accessible pour les non-anglophones et c'est déjà pas mal. Ensuite, j'enchaîne sur une autre posture qui est, enfin, sur une autre séquence de posture qui est très importante, tout aussi importante que le headstand en termes de bénéfices et qui permet de tirer le maximum de sa pratique. Donc, la chandelle. Donc, pour préparer la chandelle, tout d'abord, je me mets comme ceci.
Et on peut voir que je me tiens mal, je n'ai pas les bras au sol. Navré, il faut avoir les bras vraiment au sol. J'étais un peu stressée par la présence de la caméra, je dois dire, et lorsque je refais la posture en fin de vidéo, ça va mieux. Donc une autre posture comme ça. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle en sanskrit. C'est un truc que je faisais souvent quand j'étais toute petite, parce que je trouvais ça très agréable et ça effrayait beaucoup mes parents. Voilà. Et des fois, ils s'amusaient à placer un plateau sur mes fesses, parce qu'ils trouvaient ça drôle, ils m'appelaient la table fesse. Bien, maintenant que vous savez tout, ah oui, je tiens à chaque posture 12 respirations, excepté le headstand tout à l'heure que j'ai tenu 2 minutes. Et la chandelle là que je vais tenir pendant plus de 12 respirations, je vais tenir durant 50 respirations je crois, je vais tenir. Voilà, donc là je ne suis pas tout à fait droite non plus, c'est pas terrible, et on voit que je manque d'équilibre, je penche beaucoup trop vers alors je sais pas si je penche trop vers l'arrière ou vers l'avant, enfin je sais pas comment dire, enfin mes jambes vont trop vers ma tête, en gros. Et donc dans la position correcte, on est censé croiser, avoir les mains croisées en fait, dans le dos. Ce n'est pas mon cas, je m'étais mal positionnée. Par contre, l'angle de mes bras est tout à fait correct. Je tiens à le dire, l'angle des bras doit être un peu supérieur à la largeur des épaules. Alors la chandelle, ça c'est une posture très connue qu'on fait régulièrement en gymnastique, que j'aimais beaucoup faire parce que j'avais la sensation d'être capable de faire quelque chose en cours de gymnastique, c'était plutôt agréable, je dois dire. C'est une posture qui est extrêmement relaxante et qui, de la même manière que le headstand, possède manifestement des bénéfices. Tout ça. Enfin, je vous renvoie au lien que j'ai pu poster sur le topic des sportives et d'autres, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de regarder. Mais je sais que ça fait partie, enfin, c'est l'un des deux membres avec le headstand et savasana, la posture du cadavre, de la triade des postures pour une séance réussie. Donc en gros, si vous avez peu de temps devant vous, pratiquez le headstand, contre mur ou pas, la chandelle, et savasana, la posture du cadavre que vous verrez en fin de vidéo. Ça, c'est les 3 recommandations par BKS Iyengar, évidemment. Donc valeur sûre, et depuis que j'applique ce précepte, je crois voir, du moins, enfin c'est ma perception personnelle évidemment et subjective, des bénéfices à mes séances de yoga. J'ai l'impression d'être plus efficace de séance en séance. Donc là, pour revenir au sol, j'adopte cette position intermédiaire qui permet de gainer très fortement les abdominaux, un peu plus intensément que la chandelle qui déjà fait un travail assez sympathique à ce niveau-là. Évidemment, vous n'avez peut-être pas l'impression que ça gaine et que c'est un travail musculaire très fort, étant donné que j'ai un petit ventre et du fait de la gravité des postures et du legging, un petit ventre qui pend un petit peu durant les postures, mais bon, voilà. Alors, je reviens debout et je fais des postures debout. Maintenant, alors, la base, la position du guerrier 2. C'est la numéro 2, je crois. Virabhadasana. Si mes souvenirs sont bons. Alors, on plie le genou jusqu'à qu'il soit perpendiculaire au sol, l'un des deux genoux, peu importe, selon le côté qu'on choisit de travailler. On se tient bien droit, on tend les bras, comme si on tirait sur chacun des bras. On reste bien droit, et on tient pendant 12 respirations, le regard fixe. On fait pareil de l'autre côté. C'est une posture extrêmement revitalisante et revigorante pour le corps. Elle est très agréable, elle permet de muscler cuisses et mollets sur le côté travaillé, mais également les bras, car au bout d'un petit moment, on commence à sentir que les bras pèsent leur poids. Ça permet également de travailler son équilibre, puisque rester bien droit dans cette posture avec le regard fixe sans bouger n'est pas si facile. Ensuite, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là, je ne connais pas son nom, c'est pas grave, c'est une vraie. Donc j'écarte les jambes au maximum et le but consiste à plier mon dos de manière à toucher le sol à poser mon crâne sur le sol en fait.
voilà, j'y arrivais pas au début, il faut être assez souple du dos, il faut savoir écarter suffisamment les jambes. Et voilà, ça fait un effet bizarre visuellement hein, sur le legging d'ailleurs, cette posture. C'est un effet totalement graphiquement indécent. Bon, c'est pas grave. Je reviens dans cette position-là, la position de la montagne que vous venez de voir, c'est trop tard, je suis pas assez rapide en commentant, bon sang, ça m'énerve. Donc là, j'attaque la position du triangle. Le but c'est de rester droit, j'ai pas eu le réflexe de tourner le regard vers le bras levé tout de suite. Et il faut, parce que c'est ce qui permet de le garder droit en fait. Donc le but c'est de rester droit, de pas trop plier le flanc. J'y arrive pas trop, mais c'est pas une posture très facile. Je refais de l'autre côté. Alors là, je tiens à préciser que je suis face à ma fenêtre en fait, et étant donné que mon appartement est au rez-de-chaussée sur rue, c'est parfois un peu difficile de ne pas avoir l'air, avouons-le, complètement constipé en faisant les postures. Il y a des gens qui passent, c'est difficile de se concentrer justement, et fermer les yeux est épouvantablement difficile quand on réalise des postures, on a beaucoup moins d'équilibre, donc je suis obligée de garder les yeux ouverts en plus. Ce qui explique des fois que je fasse une tête bizarre, désolé. Ensuite, j'effectue une autre variante de la position du héros, c'est bien comme ça que je l'appelais tout à l'heure, je crois que oui. Virabhadrasana 3, si mes souvenirs sont bons, encore une fois. Donc elle est un peu plus simple que l'autre, mais pour rester bien droit en équilibre, ça demande un minimum de concentration. Donc côté droit, côté gauche. Je tiens en fait à préciser, ce que je n'ai pas eu le temps de faire en début de vidéo, qu'en fait de moi, là, quand je regarde dans cette direction, j'ai un miroir en fait, en face de moi, ce qui m'aide un peu à corriger mes postures. Mais c'est un miroir extrêmement fin qui ne me permet pas de tout voir. Et là, en fait, en regardant cette vidéo, je découvre en même temps que vous de quoi j'ai l'air en faisant du yoga. Enfin, c'est pas triste, hein. Bon, j'ai un petit peu honte même, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, position de la montagne. Ah oui, le corbeau. Alors, j'y arrive pas du premier coup, là. C'est une position qui n'est jamais gagnée. Vraiment. Il faut tout le temps la travailler. Quand on se repose un peu sur ses lauriers et qu'on croit la tenir, on l'attend, en fait. Donc, faut la travailler. Là, j'y arrive. Je la tiens un peu, je la tiens plus longtemps qu'avant. Toujours pas pendant 12 respirations. Le secret, c'est de pas trop se reposer sur ses bras, ça fait beaucoup travailler les abdominaux. Donc, position de la montagne, Tadasana, qui me permet de reprendre mon souffle. Ensuite, position de l'arbre. Que je tiens pendant 12 respirations de chaque côté, et ce, 3 fois. Donc, étant donné qu'il faut faire du yoga le ventre vide, absolument vide, il m'arrive des fois, suite à des postures où je me penche vraiment en avant, où j'ai dû rester en équilibre, d'avoir un petit peu la tête qui tourne, et dans ces cas-là, je me mets en position de la montagne, là, comme ça, Tadasana, pour me stabiliser et reprendre mes esprits et éviter la catastrophe. Ça marche très bien, mais voilà, c'est tout à fait normal, et c'est moi qui gère pas trop probablement aussi, parce que quand je dis le ventre vide, je le fais vraiment, vraiment le ventre vide. Et j'ai super faim en général, sauf qu'il faut vraiment pas manger avant, c'est très désagréable sinon. J'aime beaucoup la posture de l'arbre, c'est très agréable à faire. Ça permet de se calmer dans un enchaînement un peu difficile, un peu intense. Enfin, c'est la posture réconfortante, quoi. Vraiment. C'est une de mes préférées, avec la chandelle. Elle n'est pas difficile du tout, ce qui en fait une position sympathique et qui explique aussi pourquoi c'est une de mes préférées. Des fois, bon, quand j'entre dans la posture,
il m'arrive de perdre un petit peu l'équilibre, toujours d'un seul côté, vous l'aurez remarqué. Mon côté droit est mon côté le plus fort, c'est le côté qui a le plus de force, mais c'est également le moins souple et le moins équilibré. Donc vous verrez souvent des pertes d'équilibre de ce côté-là, c'est normal. Mais vous verrez aussi bientôt une perte de force dans le côté gauche, parce que mon côté gauche est le moins fort. Donc le tout est vraiment quand je pratique, de me faire plaisir, je bouge selon mes envies. Évidemment, les moments où je fais certaines postures correspondent à quelques moments stratégiques, le headstand, je vous l'ai dit. Je m'arrange aussi pour faire toutes les postures debout à la suite, tout simplement dans un souci d'harmonie. Enfin, c'est vraiment, ça s'enchaîne assez naturellement en fait. Et sinon, je varie selon mon gré. Il y en a que d'autres que je connais et que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo. Il y en a aussi que je n'aime pas forcément faire, alors je les fais un peu moins, même si je me force. Des fois, il y en a une que j'aime pas trop et je me force à vous la montrer, par exemple à la fin de cette vidéo. Mais vraiment, le but, c'est se faire plaisir et bouger comme je veux, comme mon corps en a besoin. Je me force pas, quitte à répéter parfois les postures, vous le verrez. Donc là, on a une posture qui gagne la jambe qui reste tendue. On a aussi un gainage au niveau du ventre qui se fait, puisque pour rester droit, vous le savez probablement aussi bien que moi, il faut gainer le ventre, il faut faire marcher ses abdominaux. Et donc c'est plutôt agréable de les sentir travailler. Là, il faut vraiment les faire travailler. Ça travaille aussi l'équilibre, ça renforce la cheville. Et je suppose que ça muscle un peu les bras qui supportent quand même en l'air pendant un petit moment. Là, une variante de la position de l'arbre, plus difficile. Donc je me mets en position de demi-lotus, c'est-à-dire en faisant passer ma jambe par-dessus la hanche. J'attrape avec le bras opposé, puis je pose une main au sol, enfin l'autre main au sol plutôt, et je tiens. Au début, j'y arrivais pas du tout, mais vraiment pas, c'était très difficile, il me fallait une table à proximité, c'était terrible. Donc maintenant, je tiens 12 respirations, je sais défaire la posture, auparavant je ne savais pas, et je me suis fait mal en la défaisant, d'ailleurs. Maintenant j'y arrive, il n'y a pas de souci, c'est très relaxant, il faut juste comprendre que le bras n'a pas à supporter le poids du corps et que c'est la jambe qui doit tout prendre en fait. Et là, on comprend mieux comment ça marche, on a moins de mal à la faire. Donc là, vous voyez, je reprends mes esprits avec Tadasana parce que j'étais la tête en bas et ça m'a fait le vertige. Voilà, je la tête. Ça se voit. De l'autre côté, maintenant, on tourne le focus. J'attrape le gros orteil avec le bras opposé. Avec la main du côté, je pose le bras au sol. Je garde le dos bien concave. Et c'est parti. Elle est relaxante, hein, vraiment. Mais c'est vrai que si vous faites porter le poids du corps sur le bras, ça va sembler terriblement désagréable et vous allez probablement pas tenir. Votre bras va trembler comme une feuille. Et il ne faut pas. C'est la jambe qui doit tout supporter. Là, donc, on a un vrai bon travail de gainage sur la jambe. On a un renforcement de la cheville. Tout à fait appréciable. Donc voilà, pour défaire la posture, on pose le deuxième bras au sol, c'est essentiel. J'avais pas compris ça au début. Maintenant, posture de l'aigle. Toujours compliqué pour moi d'y entrer dans cette posture, vous voyez, où on enroule un bras, une jambe, pardon, sur l'autre jambe et où on enroule un bras sur l'autre. Donc là, ça favorise la circulation du sang, ça gaine, ça met à l'épreuve le sens de l'équilibre. C'est une de mes préférées aussi, elle n'est pas facile, mais c'est une de mes préférées. Et là, on peut voir que je manque de force du côté gauche. On voit que j'ai du mal à la tenir, mais je la tiens moins longtemps, d'ailleurs, de ce côté. Je la tiens de respiration.
Ouais, quand je le défais, on voit que je suis au bout du bout. Enfin, je crois qu'on voit. Donc voilà, je reprends mes esprits. Plier l'autre jambe. Allez, pour montrer, toujours. Pour s'enrouler. On s'enroule dans l'autre sens. Et là, tout de suite, c'est mieux. Quand même mieux. Même si enrouler les bras dans l'autre sens, c'est un peu différent. Le but est de rester droit aussi, je suis pas forcément... Ça va, si, pour être plus droite. Là, il faut regarder un regard fixe, fixer un point dans l'espace bien défini et ne pas le lâcher. Ça aide à tenir la posture. De façon générale, de toute façon, je ne suis pas capable de fermer les yeux dans les postures debout. Je n'y arrive pas. L'arbre m'est complètement inaccessible les yeux fermés, vraiment. Essayez et vous verrez que c'est beaucoup plus difficile. Le jour où je saurai faire ça, je pense que j'aurais bien progressé. Ensuite, j'enchaîne sur la posture de la danseuse. Au début, j'arrivais pas du tout à tendre ma jambe comme ça, mais vraiment pas. Vous n'êtes pas obligé de la tendre entièrement, vous pouvez la laisser au stade intermédiaire pendant que vous montez, quoi. Enfin, le but est, la clé est de ne pas forcer, en fait. On va plus loin de séance en séance sans jamais se forcer, et finalement, ça vient tout seul. Donc c'est une position une posture qui reste accessible à tous. Là, on voit que je suis un tout petit peu moins souple de ce côté, que je monte moins la jambe pour l'instant. Même si j'essaie de faire des efforts et d'égaliser. Nos côtés droit et gauche ne sont jamais égaux et vous verrez vite lequel est votre côté plus discipliné, plus travailleur et plus docile, je pense. Et sinon, vous avez de la chance, mais c'est peu probable. Ensuite, flexion avant. Je pose d'abord les mains au sol pour me stabiliser durant quelques respirations. Et puis, ensuite, je ramène les mains toujours au sol vers les jambes et puis je colle mon nez sur mes genoux et je tiens pendant 12 respirations. Celle-là est un remède extraordinaire durant les douleurs de règles. On sent de façon très étrange tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. On sait où c'est, on sait ce que c'est, mais ça fait beaucoup de bien de s'étirer comme ça. Vraiment. Ensuite, un autre type de flexion avant, cette fois-ci allongée. Je crois que c'est Paschimottanasana, si mes souvenirs sont bons. Agréable aussi, fort utile aussi en période de règles. Moins... j'aime moins que la flexion debout, en fait. Je la trouve moins intéressante en termes d'équilibre. Parce que garder son équilibre en flexion debout est aussi un petit défi. Ensuite, la posture du héron, mais assise, parce que... assise. Avec la jambe au sol, plutôt, parce qu'avec la jambe en l'air, c'est beaucoup plus dur. Où je ramène mon menton sur mon genou, avec les bras tendus. En fait, celle du héron me semble tellement difficile que des fois, il m'arrive de ne pas la faire, et là, en l'occurrence, je choisis de pas la faire. Aussi pour ne pas trop me ridiculiser, parce que je pense que je vous en fais déjà avoir beaucoup en termes de ridicule. Donc voilà, l'autre côté. Il est important de toujours faire les deux côtés, d'égaliser à chaque fois. Je sais pas si le micro capte ça, mais là c'est juste moi qui suis en train de me servir du thé. Je ne suis pas du tout en train d'effectuer un besoin quelconque, mais c'est juste que là, au bout d'une demi-heure, je commence à avoir un peu soif.
à force de parler, que je m'ennuie un peu devant le micro tout seul aussi, et que voilà, j'ai besoin de voir. Donc là, ben, je connais pas les noms de ces postures, je les retiens pas en fait. Elles existent, hein, toutes, hein, je vous assure, mais voilà, donc là je fais ça pour tirer le dos, surtout la jambe, tous les muscles de la jambe. Apparemment, quand on commence et qu'on n'est pas très souple, il n'est pas possible de se pencher comme ça et de toucher son genou avec son menton. Peut-être. Je n'avais jamais testé cette posture jusqu'à il y a 3 jours. C'est pour ça. Ça permet d'étirer aussi intensément la région des épaules si vous parvenez à joindre les mains derrière le dos. Et ça crée un massage des organes, des organes internes en fait. Donc c'est plutôt pas mal, ça soulage la constipation, les problèmes digestifs divers et variés. Bon, c'est toujours sympa, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est vrai que depuis que je fais du yoga, j'ai beaucoup moins de désordre de ce point de vue-là, et je sais que j'en avais quand même assez beaucoup et que j'en souffrais beaucoup au quotidien. Donc c'est vraiment un aspect du yoga qui, je pense, est intéressant pour ceux qui ont des trucs comme ça qui leur gâchent la vie. Donc ça, c'est tous ces enchaînements que je suis en train de faire là, ce sont des exercices de torsion qui sont très utiles. Ils permettent également de renforcer la taille et de renforcer le ventre, accessoirement. Moi, c'était plus pour les problèmes de désordre interne que j'avais commencé à faire ces exercices. J'avais pas l'impression de travailler particulièrement le ventre et les muscles de la taille, mais l'étirement ressenti est bien là, lui. Donc je suppose qu'il y en a quand même un à un certain niveau. Et de plus, ces postures sont très agréables à effectuer. C'est un véritable plaisir et ça fait partie des postures qui me permettent de faire une pause. Dans la pratique, quand c'est trop intense, car il y a des postures assises qui sont extrêmement intenses. Là, j'en fais pas trop pour le moment, parce que ouais, j'en fais pas trop axé sur la force. En fait, je les évite un peu parce que je suis une poule mouillée et qu'il faudrait pas, mais voilà, c'est là. Et j'essaie de boire sans trop faire de bruit. S'il y en a, je vous prie de m'en excuser. Mais j'ai vraiment besoin de boire. C'est amusant en regardant cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir des bras mais démesurément longs, et ça me rappelle cette pub où on avait photoshopé un mannequin en lui créant des bras démesurément longs. Enfin, je me sens un peu comme ça, sauf que c'est du vrai quoi. Ça me fait un peu bizarre. En plus, j'ai pas des jambes très longues, c'est étrange avec les épaules de déménageur et tout, ça fait un effet très bizarre. Je l'ai jamais remarqué. Ah oui, donc là la vidéo va s'interrompre. Je vous préviens, c'est normal, vous en faites pas, vous ne louperez rien. On se retrouve. Voilà, donc j'ai dû redémarrer la caméra parce qu'elle s'était un peu interrompue. Ça faisait peut-être un petit peu long pour mon téléphone. Donc là, je commence une série de postures destinées à m'étirer et à préparer le grand écart que je vais effectuer. Il faut vraiment le préparer, il faut vraiment bien s'échauffer, sinon ça ne marche pas. Donc tout d'abord, je ramène mes talons complètement contre le plancher pelvien, des talons se touchant, et je me penche jusqu'à toucher le sol de mon front. C'est une posture que j'aime beaucoup, elle fait partie des postures que l'on peut prendre dans le cadre d'exercices de méditation si on le souhaite, et je comprends pourquoi, car elle est très confortable. Il faut néanmoins un petit peu s'échauffer et la faire 2 ou 3 fois si on n'est pas trop échauffé, parce que sinon ça tire vraiment dans l'aine en fait. Ensuite, je vais prendre la position du lotus, soit Padmasana en sanskrit, qui nécessite une bonne souplesse dans les hanches. Donc c'est pas tout à fait s'asseoir en tailleur. Là, la posture de la balance, Tolasana, dans laquelle je reste en équilibre au-dessus du sol. Et j'ai tenu 9 respirations exactement, ou 10. Ça n'était jamais arrivé jusque-là. Donc c'est bien, et ça demande surtout de la force dans les abdominaux et non dans les bras.
contrairement aux appareils. Posture de l'enfant, pour reprendre un peu mon souffle. C'est partie des postures de détente, j'aime beaucoup. Je la prends pas très souvent, mais là dans cette vidéo j'en ai eu besoin. Spécialement parce que je suis face à une caméra en fait. Donc à partir de la posture en quatre pattes, je fais une fente arrière destinée à étirer les jambes et à ouvrir les hanches. À tenir pendant 12 respirations, s'étire bien. Et j'aime pas trop cette posture. Et il faut avouer qu'elle est très utile. Donc voilà, de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile puisque c'est mon côté le plus souple évidemment. Beaucoup plus facile. J'espère qu'on m'entendra bien quand même avec le micro. Il est vraiment pas puissant, hein, mais là j'avais pas le choix pour enregistrer une narration sur la vidéo, c'était plus facile, donc j'ai pris ça. Posture de l'enfant, histoire de me détendre parce qu'elle est, je trouve cette posture avec les fentes assez éprouvante. Donc là je refais ce que j'ai fait tout à l'heure parce que c'est un étirement bien venu, et je mets tout ça. Donc il faut le pratiquer. Cette fois, comme je suis un peu plus échauffée au niveau des jambes, je vais toucher le sol, non pas avec mon front, mais avec mon menton, ce qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo. Regardez le dos bien concave. C'est bien. Je ne vois jamais en train de faire cette posture en fait. Donc, ouais. Je vous conseille celle-là, en tout cas, je vous conseille tout cet enchaînement de postures, puisque ça vous intéressait. Pour vous préparer au grand écart, pour vous familiariser avec des étirements pour les jambes, pour connaître les sensations qu'on peut éprouver dans les jambes, se connaître aussi. Alors, autre étirement, on écarte les jambes au maximum. Voilà, je les écarte pas énormément, vous pouvez le voir. On attrape ses pieds avec ses mains, on tente de toucher le sol avec sa tête. Et pour la première fois aujourd'hui, depuis que j'ai commencé le yoga, j'y suis arrivée, mais dès que je touche le sol, vous allez voir que, oui voilà, je viens de remonter, parce que je me suis un petit peu, enfin ça a beaucoup tiré sur les ligaments, ça m'a un peu surpris. Voilà. J'aime pas trop cet étirement, non plus. Enfin, généralement, je trouve les étirements pour les jambes, à part celui que j'ai fait 2 fois pour l'instant, un peu pénible, mais ça n'engage que moi. Ah oui, j'interromps un peu cette série pour faire la posture du chameau. Qui nécessite un certain lâcher prise pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas tomber n'importe comment, enfin, pour rester calme. Action arrière plutôt agréable aussi. Ensuite, il faut faire la position de l'enfant pour compenser, étant donné qu'il tire violemment sur le dos en flexion arrière. Là, on fait une flexion avant pour compenser. C'est ce qu'on appelle une contre-position. Contrebalancer la pression exercée sur le dos. Là, me voici en train de faire un demi-grand écart. Pour retirer la jambe que j'utilise, c'est-à-dire la jambe droite. Elle n'est pas super agréable non plus parce qu'il faut tenir en équilibre. Ça reste utile néanmoins.
Ensuite, je fais le pigeon. C'est une variante du pigeon modifiée parce que je ne suis pas capable de la faire dans sa version entière. Normalement, on fait passer ses bras par-dessus la tête et on attrape le pied comme ça. Moi, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Donc voilà, je n'arrive pas non plus à tenir en équilibre sans les bras, tout simplement. Ça viendra peut-être en attendant. Kennedy, demi-position, c'est déjà mieux que rien. Elle étire les jambes, elle étire le dos. Elle est assez polyvalente. Apparemment, elle renforce un peu aussi le cuisse. J'essaie de pas trop faire partir mes hanches d'un côté. Ça fait partie de la difficulté de l'exercice. J'arrive assez bien sur ces positions-là. Vous verrez ce que je veux dire quand je ferai le grand écart. Quand je parle des hanches qui partent sur le côté. Position de l'enfant, essentiellement pour me préparer psychologiquement au grand écart qui, il faut bien l'avouer, fait partie des positions qui me font toujours un peu peur quand je m'apprête à les tenter. D'ailleurs, pour tergiverser un peu, je refais un étirement que vous connaissez maintenant, reposer mon pied au sol. Il me permet de me détendre et de me mettre en condition tout en me donnant l'impression rassurante que j'ai bien travaillé cette zone, de voir qu'elle est bien échauffée et que je ne risque donc pas de me faire mal. Il reste un peu plus que 12 respirations d'ailleurs. En une petite cocarde. J'ai vraiment l'air déprimé dans cette vidéo, c'est absolument terrible. Et donc, voilà, le côté le moins souple en grand écart, aussi nommé Hanumanasana en sanskrit. Donc voilà, c'est pratique. Enfin, pour moi, j'y suis. Je suis pas à l'aise dans cet endroit et j'arrive pas à détendre mon dos et à le faire partir vraiment vers l'arrière. Maintenant, le côté le plus souple, c'est un peu différent. Enfin, en fait, c'est vraiment carrément différent, ne serait-ce qu'au niveau des ressentis, c'est beaucoup plus facile. Bon, là, on voit que j'y suis. On voit aussi que mes hanches ont une sérieuse tendance à partir sur le côté. C'est un problème d'équilibre, ça, pour le coup. Et là, vous voyez, ça va mieux. Enfin, je suis plus détendue, j'arrive à adopter la position main sur le sternum, enfin, ça va. C'est plus confortable pour moi de ce côté. Et c'est vrai que je suis incapable de faire le grand écart sans m'être échauffé au préalable comme je vous l'ai montré. Parce que, enfin, sinon, j'y arrive pas, je reste bloqué à mi-parcours évidemment. Je pense que c'est normal. Ensuite, la posture du dauphin, donc à partir de la position du chia pointe en bas, je repose mes avant-bras sur le sol, je lève un petit peu mes pieds, je tente de garder le dos bien droit et de pas le jeter. Je regarde vers mon nombril, je reste comme ça fait beaucoup travailler les épaules, les avant-bras et les bras. Position très pratique, parce que j'ai toujours besoin de travailler mes bras, ils sont toujours un peu faiblards à mon niveau. Ça demain la veille que je pourrais faire un headstand sur bras tendus. Position du cobra, qui à ce stade-là de la séance tire beaucoup sur les bras en fait. Et vaguement inconfortable. Enfin, je sais que beaucoup de personnes l'adorent et quand j'ai des petites, je la trouvais très facile. Mais mon ressenti a un peu changé. C'est pas du tout ma position préférée, mais elle est bon, elle a un certain côté agréable, il faut le dire, et puis c'est toujours utile effectivement. Ensuite, une des positions que je ne pratique pas souvent, parce que c'est une position de force, c'est que je n'aime pas trop.
la position de l'arc. Donc vous avez vu, j'ai attrapé mes chevilles dans mes mains et j'ai soulevé. Et bon, alors je l'aime pas parce que j'ai beaucoup de mal à garder mon équilibre et vous voyez, je tourne, j'ai l'impression d'être un de ces jouets pour enfants, comment on appelle ça, un poussage je crois, enfin, c'est absolument ridicule. Mais ça gagne vachement cuisses, fessiers, mollets, jambes, pas de problème, si vous la tenez très longtemps, c'est encore mieux. Posture de l'enfant pour compenser la flexion arrière très intense de la position de l'arc. Et pour conclure la position finale du cadavre, cette séquence, nous voici en train de faire la posture de la tête de vache, puisque quand on est voilà, dans cette posture, apparemment on ressemble à une tête de vache. Oui, moi je la vois, finalement, je trouvais ça un peu bête au début, mais finalement je la vois. Donc on attrape ses bras derrière son dos, on reste bien droit. C'est une des rares positions où on peut fermer les yeux. Puis on tient des respirations, on tire les épaules, les bras, tout ça. Là aussi on s'aperçoit qu'on a un côté plus souple que l'autre. Donc là je viens de travailler mon côté pas souple. Je le travaille en premier histoire de faire la posture une troisième fois, enfin une troisième fois, donc une deuxième fois du côté pas souple, pour travailler un peu plus ce côté-là. Parce que c'est une des rares postures où j'ai envie de le faire, où c'est pas trop compliqué. Ensuite, il m'arrive de... Enfin, c'est vrai que travailler 2 fois le côté le plus faible, ça m'arrive sur la danseuse, que vous avez vu tout à l'heure, parce que ça peut être utile, que j'en ai souvent envie, que j'en ressens souvent besoin. En fait, je fonctionne beaucoup au besoin et à l'instinct, et à l'envie du moment. En fait, je me force pas du tout, et c'est très très spontané. Peut-être pas très orthodoxe sur certains points, mais je pense pas que je sois si hérétique que ça. Ou pas du tout. Non. Donc là je vérifie le temps qu'il me reste en fait, parce que d'habitude je fais ça avec mon portable, mais voilà, j'ai pas avec le table qui finit. Donc il me reste quelques minutes, donc je refais une posture de la chandelle, une peu trompée, la tête de vache c'est pas. Donc là je suis dans une posture correcte, je suis bien alignée ou presque. Enfin, si jamais il est besoin d'être tout à fait droit. Mais là j'ai les mains correctement placées. J'ai le sternum qui touche le menton, et non, je n'ai pas l'air d'être étouffé sous le poids de mes propres seins, c'est une illusion d'optique, ce n'est pas vrai, il ne m'empêche jamais, malgré l'apparence que peut en donner cette vidéo, et particulièrement la chandelle, il ne m'empêche jamais de respirer ou de faire quoi que ce soit. Ça va, je les vis pas trop mal, ça aurait pu être pire. Donc voilà, la chandelle constitue un moment, enfin une conclusion fort agréable pour terminer une séance en fait. C'est plutôt pas mal. Là je le fais parce qu'il me restait 2 minutes, en gros. Et étant donné que la qualité du micro est complètement nulle, je n'ai pas pu vous laisser la musique que j'avais derrière, c'est dommage, c'était du Chopin, c'était plutôt sympathique. Je ne fais jamais de yoga sans musique. Sinon je m'embête un peu. Enfin, et puis je trouve que ça aide à se détendre et à sortir un peu. C'est pas très bien. Ensuite, pour conclure la séance, la posture du cadavre, donc Savasana, la dernière posture de la triade des postures obligatoires, et c'est obligatoire, j'insiste sur ce point, de terminer une séance par Savasana, parce que sinon on voit moins les bénéfices. Enfin, c'est une posture très relaxante, très utile, et qui fait beaucoup de bien en fait, et qui permet un retour au calme très très efficace pour enfin, qui assure une transition réussie entre pratique et retour à la vie quotidienne et humaine.
Donc les pieds, enfin les jambes et les bras à 45 degrés le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, on respire profondément, respiration abdominale et par le nez, et on scanne mentalement toutes les parties de son corps, donc on commence par le pied, puis la jambe, puis l'autre jambe, tout ça, pour voir s'il n'y a pas des points de tension dans le corps et détendre ces points de tension. Donc on fait ça, on passe au bras, et puis surtout, on examine s'il n'y a pas des tensions dans les traits de notre visage. Et le but, c'est de les dissoudre et d'être totalement détendu du visage. Si on n'est pas détendu du visage, la posture ne sert absolument à rien. Et dès qu'on détend son visage, en fait, je vous assure, je ne le savais pas avant, en fait, mais dès qu'on détend le visage, on est dans la posture, on y est vraiment, et au bout de 30 secondes, on a envie de dormir. Mais c'est très très surprenant, je vous assure. Apparemment 5 minutes, non 10 minutes de cette posture équivaudrait à 1 heure de sommeil. Je ne sais pas ce que ça vaut. Toujours est-il que ça reste trop agréable pour s'en priver, que de toute façon, c'est ce qu'il faut pour conclure une séance. Donc moi je la fais pendant 10 minutes, en fait je fais ça... En fait j'applique l'équivalence 5 minutes de Savasana pour une demi-heure de pratique. Donc là je fais 10 minutes, en fait. Un peu moins de 10 minutes puisque en fait j'ai dû arrêter la vidéo et là je vais l'arrêter aussi. Je ne vais pas passer 10 minutes à parler, c'est pas passionnant. Mais c'était juste pour éclaircir ces derniers points. Alors voilà, je vais vous laisser sur Savasana pour cette séance de yoga. J'espère que vous n'avez pas été choqués par mon corps qui n'est absolument pas parfait et qui fait même pas très envie, je pense, pour certaines, parce que c'est pas du tout les résultats promis par, par la salle de sport. Je fais pas de mine, mais ça me va. Je trouve que le corps permet de faire bien des choses, même sans avoir des tablettes de chocolat bien dessinées, et je pense que j'aurais jamais des abdos bien dessinés